Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous ? Car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs, de gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent, et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Voilà. Et ben on est bon. Enfin. Désolé pour la partie technique. T'inquiète, c'est plus mal. Du coup, let's go. C'est bon pour toi ? Confortable ? C'est bon. Je range mon bracelet pour pas que ça... Ah oui, bon, c'est pas très grave. Mélissa, merci beaucoup pour l'accueil dans ces locaux. Merci d'être venue. Avec grand plaisir. Mais je voudrais remercier comme intro quand même Clélia qui nous a mis en contact et qui m'a dit, parce que Clélia est une personne que je connais dans le même réseau et elle, je disais voilà, je cherchais des personnes qui sont sur les prises de décision, des choses comme ça. Elle m'a dit tiens, j'ai un contact pour toi. Puis elle m'a donné ton mail et puis tu as très gentiment répondu positif pour qu'on puisse échanger. Donc merci beaucoup. Je sais que le podcast, tu m'as dit juste un peu avant que le podcast n'est pas ton exercice favori, mais que du coup tu fais l'effort. Donc donc c'est top. Merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite un peu dans le dur pour que les gens puissent comprendre qui tu es, et je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Mélissa ? Je m'appelle Mélissa Cotin, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis originaire de Nantes, me tapez pas. Je suis arrivée à Rennes en 2020 pendant le confinement. Aujourd'hui, j'ai une activité salariée. Je suis directrice d'une association qui s'appelle Estime Numérique à Rennes, qui œuvre pour la mixité dans le numérique. Et puis j'ai une autre activité, je suis freelance en événementiel à impact positif. Ok, super. Et on va revenir sur les deux expériences, parce que c'est ces deux expériences d'un côté très différentes mais très similaires. Et puis on va revenir également sur Estime Numérique qui est une belle association, donc ça va être très intéressant. Mais comme toujours dans le podcast, hein, vous le savez, c'est mon format, on va revenir un peu sur ton expérience personnelle, professionnelle, de comment tu es arrivé, parce qu'aujourd'hui tu es dans deux institutions, enfin tu fais deux choses, mais tu n'as pas commencé tout de suite dans ce domaine-là. Sauf erreur de ma part, tu as commencé plutôt dans le e-commerce. Exactement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis partie très très jeune du domicile familial, et donc j'ai pris la voie de l'alternance dès la fin du baccalauréat. Okay. À l'époque, après le baccalauréat, l'alternance était peu développée, moi en tout cas à mon époque. Alors c'est pas si vieux que ça, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc le chemin que j'ai pris dans mes études s'est fait vraiment par l'opportunité de trouver des études en alternance. Et donc c'est un peu par ces différentes expériences que je suis arrivée dans le e-commerce, mais par le plus grand des hasards. Ça n'a pas été un choix inné de se dire je vais travailler dans le e-commerce. Et c'est comme ça que j'ai découvert le numérique, par le e-commerce, mais vraiment par une expérience surtout en alternance. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à cette découverte par hasard ? C'est l'opportunité, c'est un contexte particulier ? Comme tout étudiant qui cherche un stage ou une alternance, au départ, tu cherches la voie rêvée, et puis à un moment, tu vas là où on te propose un stage ou une alternance, et puis finalement, ça me tentait bien. La première expérience que j'ai eue en e-commerce, c'était sur du e-commerce, sur de la vente de produits made in France, donc c'était quand même assez intéressant. C'était une nouvelle activité, donc j'ai appris plein de choses avec les personnes qui étaient dans cette entreprise-là. Et puis la deuxième, c'était sur le vêtement de travail et la chaussure de sécurité, donc vraiment
complètement rien à voir. Ah oui. Mais encore une fois, hyper riche de découvrir un milieu, de découvrir comment aussi fonctionne le e-commerce. Et puis aussi les clients, parce que finalement, il n'y a pas que le côté gestion des stocks et autres. Après, il y a aussi toute la relation client qui est intéressante. Ouais. Et tu avais quelle formation initialement? Parce que tu m'as dit que le e-commerce n'était pas ta voie initiale. Tu sortais de quelle voie Moi, j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Après, j'ai fait une licence en gestion des PME, PMI et un master en Management des entreprises. Ah oui, donc il y a quand même un gros gap entre les deux. En fait, voilà, il y a vraiment décorrélé entre la formation et l'alternance. Et moi, j'ai eu la chance, pendant toutes mes études d'alternance, j'ai fait que des créations de postes. Ce qui n'est normalement pas légal sur l'alternance, mais j'ai eu que des créations de postes. Donc, à chaque fois, un rôle à 360 hyper riche où, entre ce que je faisais à l'école et ce que je faisais en entreprise, c'était vraiment différent. Bah, c'est vachement intéressant parce que pour avoir connu, alors un peu ça, je ne vais pas dire que j'ai eu cette expérience, mais moi, ma toute première expérience, j'étais aussi sur un... Alors moi, j'étais dans le juridique, hein, donc pas du tout pareil dans le digital, même si aujourd'hui je suis dans le digital. Je suis arrivé dans une entreprise, dans une petite boîte où il y avait un directeur juridique et pas de juriste à côté, donc il a, entre guillemets, créé un poste également de juriste, même si c'est un peu moins clair. Et c'est vrai que la liberté qu'on peut avoir dans ces cadres-là est juste dingue. C'est ça. C'est vachement enrichissant. Et comment toi, tu l'as vécu un peu, justement, cette création de poste, cette possibilité d'être un peu, entre guillemets, libre, même si tu avais sûrement un cadre au début, quoi. J'ai eu de la chance. Parce que il y a aussi le contexte, l'opportunité d'avoir une création de poste, et puis la personne, le tuteur ou la tutrice, qui a aussi ce rôle de mentorat et te laisse cette liberté de faire. Donc moi, je l'ai très bien vécu, alors avec énormément de stress, parce que forcément, quand tu as 19-20 ans, qu'on te laisse un peu carte blanche, et tu te mets énormément de pression, mais moi, j'ai vécu ça comme une belle opportunité que tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir. Et quelle était ta marge de manœuvre durant ces expériences, ces premières expériences en termes de gestion? Parce que j'ai pu voir sur ton LinkedIn qu'il y avait quand même pas mal de choses, tu avais fait pas mal de choses, pas mal de missions très variées. Quelle est ta marge de manœuvre à cette époque Alors la marge de manœuvre, à partir du moment où on n'est pas sur du stratégique, j'en avais beaucoup. Dès qu'on rentrait sur vraiment des choses très stratégiques, là forcément tu dois attendre l'accord de ton tuteur ou ta tutrice. Mais j'étais quand même sur des missions où on me laissait totalement carte blanche, et même la possibilité de créer de nouvelles choses qui étaient complètement nouvelles et où on n'avait pas, où il y avait c'était pas écrit en tout cas sur la fiche de poste. Donc à partir du moment où c'était sur l'opérationnel, j'avais vraiment une liberté totale. C'est assez fou, moi j'ai toujours trouvé ça assez fou, et justement alors pas dans toutes les entreprises, hein, faut dire ce qu'il est, mais c'est assez fou des fois quand tu arrives dans des petites structures entre guillemets où tu peux avoir une liberté assez folle, et comme tu dis, hein, sur de l'opérationnel, alors que tu te dis en fait je sors d'école et moi j'ai eu cette impression de sortir d'école et de savoir rien faire. Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir déjà 5 ans d'expérience. Ok. Donc, en fait, voilà, j'ai eu... Parce qu'on m'a laissé cette liberté de faire, au moment où j'ai intégré une nouvelle structure, forcément, il y avait le stress parce que c'était une nouvelle structure et autres, et de se dire, est-ce que vraiment je vais y arriver? Mais finalement, j'ai toujours puisé sur les expériences d'avant, et à chaque fois avec toujours cette liberté de création. Donc, quand je suis sortie et que j'ai eu mon premier emploi, alors la chance, c'est que mon premier emploi, c'était dans la dernière boîte d'alternance. Donc finalement, il n'y avait pas de nouveauté. Mais par contre, quand j'ai changé de structure, j'avais vraiment l'impression d'avoir quand même une expérience de 5-6 ans et de ne pas être vraiment junior. Pour ça, aujourd'hui, j'incite tout le monde à choisir la voie de l'alternance, parce que ça te permet de gagner en confiance, de gagner en compétences, de vraiment te confronter à la réalité d'une entreprise. Et puis, une fois que tu arrives en entreprise, tu sais un peu faire beaucoup plus de choses que du théorique, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça tu vois, je suis très, très en accord avec ça, parce que, alors que moi, justement, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai eu ce que j'appelle des études hors sol, donc juridique, donc 6 ans, parce que ma première année a été double, mais
5 ans d'études à ne pas voir la réalité, à avoir des cas, des études, des machins, donc on voyait tout à travers le prisme de l'école, et on arrivait en entreprise, tu sens qu'il y a un fort décalage. Est-ce que toi, et je suis d'accord que l'alternance, pour après avoir recruté des alternants et a pu avoir échangé avec eux, et ton retour est tout à fait dans cette vague-là, c'est ça apporte une expérience de fou, en fait. Quand tu as fini ton école, entre guillemets, t'as de l'expérience déjà à faire valoir. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, moi, aujourd'hui, je suis très dure avec les alternants ou alternantes que je peux avoir dans mes activités parce que, justement, j'aimerais leur apporter cette capacité à s'adapter, cette capacité à prendre des décisions par eux-mêmes et pas toujours se dire « mais je suis en formation, je suis en apprentissage ». Ok, ça, je l'entends et je l'accepte, mais il y a aussi une volonté et une possibilité de faire par soi-même et même d'aller chercher de nouvelles idées et pas rester dans sa zone de confort. Et donc, du coup, je peux des fois être dure ou exigeante, mais j'essaie en tout cas d'apporter et d'inculquer ça aujourd'hui parce que moi je l'ai vécu et parce que j'ai eu cette liberté de faire et donc je me suis pas mis de limites, donc j'ai pu apprendre vraiment plein de choses. Je me suis vraiment éclatée moi pendant 5 ans d'études, alors forcément il y a un stress et une pression parce que tu dois gérer l'école et l'entreprise. Bien sûr. Mais moi je me suis éclatée. Et je reviendrai un peu sur son expérience, mais justement là tu parles d'accompagner des alternants à prendre des décisions, à être indépendants. Comment toi t'approches un peu ça? Comment tu les amènes à être indépendants? Parce que c'est extrêmement... Moi je trouve pour l'avoir fait un peu, c'est extrêmement dur de savoir aussi lâcher la bride, de dire ok, je vais te faire confiance, vas-y, prends une décision, essaye, ça se trouve tu vas te tromper, alors je vais te conseiller, mais comment toi t'approches un peu cet élément-là? J'essaie de les laisser se échouer, entre guillemets. C'est pas méchant, mais de faire, en fait. De dire, voilà, aujourd'hui, on a un événement. Aujourd'hui, alors si on prend exemple sur Estime Numérique, puisque c'est quand même assez récent, on a un événement, voilà tout ce qu'il y a à faire. À toi de faire. Je reste présente s'il y a besoin ou autre, mais il faut aller chercher une salle, il faut aller chercher en donnant quelques informations, mais du coup de laisser la liberté de faire. Et je considère ce que l'on fait chez Estime Numérique, c'est pas si compliqué que ça. Aller chercher une salle en ayant un peu connaissance des contraintes ou aller chercher des prestataires et autres, il suffit de lister. Aujourd'hui, on a avec Internet la possibilité d'avoir une folle étendue d'informations. Mais en tout cas, je leur laisse la possibilité de se tromper. Tant que l'erreur n'est pas fatale, voilà, on peut se tromper. Et puis après, il y a toujours un garde-fou de dire moi, j'y arrive vraiment pas, je sais pas comment faire. Et généralement, j'essaie de faire les premiers appels, en tout cas, ou les premiers temps pour dire voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut prendre en compte. Mais après, je laisse beaucoup d'autonomie. Et en fait, je me rends compte que je pensais que c'est ce que cherchaient les jeunes aujourd'hui. Et pour avoir eu beaucoup d'alternants, c'est pas si courant que ça. J'ai l'impression d'avoir des personnes qui ont besoin d'un cadre plus important que ce que moi j'ai eu à mon époque. Et voilà, j'avais pas forcément anticipé ça. Mais c'est un retour moi d'expérience que j'ai eu pas mal. Alors ça dépend des personnes. Hein. Je suis assez transparent sur ça, mais c'est vrai que pareil, je base sur mon expérience personnelle où alors autant mon premier stage, j'avais besoin de beaucoup de cadrage parce que c'était un métier que je connaissais pas moi. Je sortais d'une certaine spécialisation de droit et je suis allé, je faisais du droit de la concurrence et je me suis retrouvé sur du droit des affaires, enfin de droit des contrats. Donc, autant dire un truc que je ne maîtrisais pas du tout. Donc j'ai eu besoin de pas mal de cadrage, mais après sur mes autres expériences, en fait, j'étais assez indépendant. On me disait bon tu fais ça et puis je le faisais. Et c'est vrai que j'ai remarqué, alors selon les profils toujours, qu'il y a toujours un besoin de cadrage assez fort sur certains jeunes pour leur expliquer, de dire, et en fait justement ils s'attendent pas à cette liberté de se dire ok j'arrive dans une entreprise, je vais pouvoir prendre des décisions, je vais pouvoir faire ce que je veux. C'est assez étrange effectivement, je suis assez d'accord et c'est même perturbant. Moi je m'attendais pas à donner des cadres aussi forts à des jeunes pour leur dire ok tu dois faire, et je pense notamment à ma dernière expérience où on intégrait des profils très jeunes, pas forcément alternants mais même des gens qui commençaient, et on devait leur donner des cadres hyper concrets à dire voilà, un process c'est ça, tu l'as écrit là, tu le suis
tu le suis, et si le process déviait un peu, enfin s'il devait dévier un peu du process, des fois ils étaient perdus. C'est ça. Et du coup, j'ai pas forcément anticipé ça, et aujourd'hui ça crée un peu une frustration de dire quand on arrive, quand j'accueille des stagiaires ou des alternants, je suis assez fière de me dire mais je vais leur apporter cette liberté de créer, de faire, de s'éclater comme moi je l'ai vécu. Et en fait, on arrive plutôt dans un rôle dans des frustrations parce qu'on attend beaucoup plus de cadres que ce que je veux mettre. Et finalement, en fait, ça correspond pas à ce que je suis. Donc donc des fois, c'est pas forcément des bonnes expériences. Alors si ça reste toujours des bonnes expériences, je pense, mais on arrive dans des situations que j'avais pas du tout anticipé. Je trouve ça drôle qu'aujourd'hui on doive mettre beaucoup plus de cadres qu'il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est assez intéressant, et c'est assez marrant de le voir, entre guillemets, bien sûr, de voir cette évolution un peu. Alors, je tiens quand même à modérer mes propos, du moins, parce qu'il y a quand même des personnes qui arrivent et qui sont très très indépendantes, et ça se passe très bien, mais c'est vrai qu'il y a j'ai ce retour d'expérience aussi qui est assez fou. Donc c'est intéressant, et de voir aussi comment, et je reviens un peu au sujet du podcast, c'est même sur la prise de décision, des fois il faut vraiment les accompagner à savoir prendre une décision, même à prendre une décision, à se dire ok, à un moment il faut faire un choix, tu prends, tu leur expliques comment faire, et ils prennent une décision. Et ça j'ai toujours trouvé un peu fou de leur dire va falloir prendre une décision maintenant. C'est ça. Et sinon ça avance pas, quoi. C'est ça. Mais bon, après, moi, je modère aussi mes propos, hein. Ça se passe toujours plutôt bien avec les personnes que j'ai pu voir, mais il y a toujours ce temps d'adaptation, quoi. Ouais. De dire, je te laisse autonomie, et finalement, il faut quand même passer par un gros temps de cadrage, de rassurer aussi. En fait, on se rend compte qu'on a tous beaucoup peur de l'échec. Et en fait, c'est ça qui bloque. Et je dis, en fait, qui ne tente rien à rien. Tu testes, tu appelles, tu trompes, tu rappelles, tu changes. C'est pas... Mais est-ce que cette peur de l'échec, toi, que tu as peut-être moins eu, n'est pas due aussi à ton expérience très vite professionnelle? Parce que tu m'as dit que tu avais travaillé très vite en alternance durant tes études, qui ont fait que en fait, tu as très vite peut-être connu l'échec ou pas, et pu dépasser ça, parce qu'aujourd'hui, peut-être ils connaissent moins ça. Alors en fait, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais en fait, je sais pas que j'ai pas peur de l'échec, mais j'avais pas le choix je ne devais pas avoir peur de l'échec. Il fallait que j'avance. C'était une question de survie, donc il fallait que ça avance. Et donc j'ai toujours avancé. Je me suis jamais posé 40 questions, parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment cette urgence de vie qui fait qu'il fallait que ça avance. Et je pense que c'est ça qui peut-être diffère de personnes que je peux rencontrer au quotidien et dans la prise de décision. C'est que j'ai appris au fil du temps d'être dans un système de décision qui est différent peut-être de d'autres personnes. Donc j'ai pas peur de l'échec, à un moment donné, on fait. Ouais. On fait. Il n'y a même pas de dire oui, mais peut-être que ça marchera pas. On fait. Et puis on verra. Ok, c'est vachement intéressant. Mais on reviendra un peu sur justement, comme tu me dis, de process de réflexion et ça, de décision, on reviendra un peu plus tard dessus, parce que je suis curieux de comprendre comment tu décides effectivement aujourd'hui. Je vais revenir un peu sur ton parcours. Donc, il est, on va dire, très varié. Très varié. Il y a une continuité, mais je vais donner un peu les postes que tu as pu faire. Alors, tu as travaillé dans les commerces, puis après, tu as été responsable de clientèle, public relations officer, responsable marketing et partenariat, social media manager. Donc ça, c'est les différents postes que tu as pu occuper dans les différentes entreprises. Il y a pour moi un cadre très général de commercial, communication dans tous les postes, mais c'est des postes très différents. Oui, c'est ça. Comment on évolue un peu à travers... Alors, je sais que des noms de postes peuvent être des noms de postes et des fois les missions, voilà. Mais comment on évolue sur les différents postes comme ça, ou comment ça se passe, quoi? Je sais pas. Je pourrais même pas te répondre à cette question, parce que c'est vrai que même moi, quand je regarde mon parcours, je me dis mais alambiqué, rien à voir avec la choucroute entre ce que j'ai fait au tout début de ma carrière et aujourd'hui, et même faire l'organisation d'événements. Je pense que tu me l'aurais dit il y a
5 ou 6 ans, je m'aurais dit, mais n'importe quoi. Même la communication, c'était pas mon truc, je voulais surtout pas en faire. En fait, voilà, je sais pas, c'est vraiment par opportunité. Par opportunité. Et en fait, le lien qu'il y a avec toutes mes activités, c'est, comme tu l'as bien dit, c'est le commerce et communication, mais finalement les deux sont assez liés quand même, parce que le commerce est au service de... La communication est au service du commerce et vice-versa. Je trouve que les deux sont assez liés. Il y a le côté aussi relations. Et finalement, le point commun avec toutes mes activités et toutes mes expériences, c'est la relation humaine. C'est cette capacité de lier entre des personnes, de nouer des partenariats, de connecter les gens. Et voilà, sur mon profil LinkedIn, c'est ce que j'ai mis aussi dans le titre, facilitatrice de connexion humaine, parce que je pense que cette expérience-là et le point commun de toutes mes expériences, c'est ça. Ok. Et c'est justement le point, effectivement, tu l'as mis sur ton profil LinkedIn, de cette relation humaine. C'est effectivement ce qui ressort un peu... de ton expérience, puis même quand on a un peu échangé, pour pas trahir, enfin je trahis pas de secret, dans le sens où quand je t'ai proposé le podcast, la première chose que tu m'as fait, écoute, on s'appelle pour qu'on puisse en discuter, voir si c'est intéressant et créer un peu cette connexion humaine. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors que il y a aucun mal à ça, dans le sens où j'ai échangé avec d'autres personnes où ils me disent, je renvoie un message, ils me disent ok, ça m'intéresse, rendez-vous telle heure, tel endroit, et la personne, avant d'arriver dans les locaux pour faire le podcast, en fait on n'a jamais échangé, alors que nous on a déjà un peu échangé. Je t'ai déjà expliqué un peu le podcast, puis on a déjà un peu parlé par téléphone, donc c'est cette connexion. Et c'est cette connexion qui se voit un peu à travers ton profil, effectivement. Mais comment toi et là, ce que j'aimerais comprendre également, c'est, tu me dis, c'est un peu par les différents éléments, les différents un peu opportunités que tu as évolué comme ça. Comment toi tu as su saisir ces opportunités? Ça dépend. Ça dépend. Si je prends la première expérience que j'ai eue après le vêtement de travail, la chaussure de sécurité, donc, qui était mon expérience juste après mon alternance, j'aime bien raconter cette expérience-là parce que j'ai vu une offre d'emploi, j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour dans mon poste d'avant, donc j'ai répondu à une offre d'emploi. Je passais du vêtement de travail du vêtement de travail à le design d'interaction. Donc vraiment... Deux secteurs différents, complètement deux secteurs différents et vraiment rien à voir. Et donc je me suis préparée pour l'entretien, j'ai regardé le site, j'ai rien compris. J'avais rien compris à ce qu'ils faisaient, mais je fais j'aime bien leur offre d'emploi, j'y vais. Et donc arrive le fameux entretien. Et pendant l'entretien, ils me demandent de décrire leur activité. Et je leur ai dit ouvertement, désolée, mais j'ai rien compris. En fait, j'ai eu le poste parce que j'ai été la seule qui a été honnête. Et finalement, je mettais en avant le fait que même eux étaient incapables d'expliquer clairement leur métier. Au lieu de recracher bêtement le site internet, je leur ai dit, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et donc, et pendant longtemps, on a beaucoup blagué sur cette expérience-là et sur cette anecdote parce que en fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire en entretien. Mais voilà, c'est un peu le feeling. On revient à cette question de connexion humaine. Comment je saisis des opportunités? À un moment donné, je me dis, il faut que j'y aille. Voilà, c'est le moment de. Et les expériences que j'ai eues, c'est comme ça. L'expérience que j'ai eue juste après cette expérience-là, pareil, ça a été une rencontre avec quelqu'un et il aimait bien mon profil. Il m'a proposé un poste. Voilà, tout a été une question de relation. Je pense que j'ai très peu et rarement postulé directement à des offres d'emploi. C'était par des questions de rencontre. Okay. Alors, c'est très intéressant, je vais revenir dessus, mais qu'est-ce que c'est le design d'interaction? En fait, c'est aujourd'hui tout ce qui est UX design, mais au-delà de ça, pour aller plus loin, il y a aussi l'expérience utilisateur et comment tu conçois des solutions numériques sur mesure en pensant aussi bien l'interface que l'expérience. Donc un design d'interaction peut faire multiples activités, multiples solutions numériques en pensant interaction, expérience utilisateur, en pensant vraiment parcours. Ça peut passer par de multisupports, ça peut passer sur un site internet, ça peut passer sur la tablette, ça peut passer sur la table tactile, ça peut passer par plein de solutions différentes. Ok, alors, je comprends mieux je comprends rien à l'activité parce que c'est un... Enfin, faut savoir, c'est un sujet un peu technique.
plus développé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est plus simple, je pense, pour le commun des mortels de le comprendre. Moi, ça date de 2014. Donc du coup, en 2014, c'était encore peu connu. Les deux fondateurs, c'était des premiers formés de l'école de design de Nantes sur cette formation-là. Donc il y avait encore besoin de développer et de connaître cette formation. Et donc, voilà, mais eux n'arrivaient pas forcément à comprendre parce que quand on leur demandait, mais vous faites quoi ? C'est quoi votre métier ? On sait tout faire. C'était vraiment leur réponse, et on sait tout faire. Dès qu'on parle de solutions numériques sur mesure, on sait tout faire. Donc c'est compliqué d'expliquer. Et c'est souvent pas la meilleure. Enfin, moi, de mon expérience, c'est souvent pas la meilleure des réponses à donner parce que quand on sait tout faire, on sait rien faire. C'est ça. Ça donne cette impression, même si je pense que ces personnes devaient savoir bien faire les choses. Ça donne l'impression qu'on sait pas faire les choses, et bon, ça peut être préjudiciable. Je l'ai vécu dans quelques expériences professionnelles. Mais je reviens un peu à ce que tu disais sur la saisie d'opportunités et cette réponse que tu as faite, et tu vois, sur ça, je suis très transparent. Tu vois, ça fait quoi, 15-20 minutes qu'on échange, et ça, en fait, quand tu m'as dit cette réponse-là, j'ai fait cette réponse-là, ça m'étonne pas, ça colle bien à ton personnage, tu vois. Je sais pas si ça colle à mon personnage, mais en tout cas, sur le moment, c'était la réponse à donner, quoi. C'est ça, et c'est en fait très authentique, ce que je perçois, c'est très authentique, et de dire, je sais pas, en fait. Mais c'est d'un côté, c'est vachement audacieux. Je sais pas si c'est audacieux, mais voilà, peut-être que c'est audacieux, mais sur le moment, c'était juste. Je savais pas quoi répondre parce que j'avais passé vraiment des heures entières à essayer de comprendre, à m'informer, à me documenter. Et voilà, j'arrivais le jour J, je vous le dis, clairement, j'ai pas compris. Alors, expliquez-moi. Voilà. Comme quoi. Des fois, poser des questions amène pas mal de choses. C'est ça. Et finalement, je pense que cette expérience-là et cette anecdote-là m'a permis de peut-être développer un peu plus l'authenticité, en tout cas de moins avoir peur de l'échec, moins avoir peur de se tromper, moins avoir peur de ne pas savoir, et au contraire d'être plutôt dans le questionnement. Oui, parce que c'est aussi une chose que je remarque, moi, quand j'étudie pas mal la prise de décision et tous ces éléments-là, c'est aussi un élément qui est très important, cette peur de l'échec. Peur de l'échec, peur de ne savoir pas faire. Parce que souvent, quand on prend une décision, on a souvent plusieurs choix, et c'est dire, ok, il y a un choix A, un choix B, mais peut-être le choix C, mais si je prends le choix C, je sais pas faire. Donc je vais de facto éliminer ce choix. Alors que, et tu vois, c'est ça qui est intéressant dans ton expérience, c'est que tu as appris à te dire, ok, je ne sais pas faire, mais c'est pas grave en fait. Et je suppose, et tu me corriges si je me trompe, mais sûrement quand tu te dis je sais pas faire, il y a sûrement la phrase je vais apprendre, ou je vais trouver quelqu'un qui sait faire derrière. C'est ça. Et là, et après, c'est encore une fois une question de rencontre. C'était un pari des deux côtés avec cette structure-là. C'est de se dire, on y va ensemble et puis on verra. Et même encore aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas totalement expliquer tout ce que fait cette entreprise-là parce que, au bout d'un moment, je suis partie depuis un moment et j'ai peut-être oublié le discours. Mais j'ai passé énormément de temps à leur côté pour apprendre, pour comprendre, pour savoir. Et puis, pendant 2 ans et demi, j'ai vraiment beaucoup évolué dans cette structure-là. Donc, ça a été vraiment un gage de confiance des deux côtés, de dire, on y va ensemble et puis on verra. Donc, il n'y avait pas que moi qui a un peu... qui a joué à ce jeu-là, ou en tout cas qui a essayé de se dire banco, on y va. En tout cas, le défi était des deux côtés. Ouais, je pense que c'est là la rencontre, tout est une question de rencontre. Ouais. C'est souvent le cas. Alors, j'ai fait un podcast avec une personne qui est une agence de presse qui s'appelle Marie, où elle avait très sensiblement le même discours, et j'étais très d'accord, où c'est souvent les opportunités viennent par de la rencontre, avec le bémol que, et c'est ça que moi j'aime bien dans l'idée, c'est qu'aussi des fois on la provoque. Tu vois, j'ai envie de dire, et c'est mon interprétation, après tu me dis si tu es d'accord, mais en fait, si t'aurais pu te dire l'offre d'emploi dont tu me parlais, en fait j'ai pas compris la boîte, donc je vais pas postuler en fait. Oui, alors que toi, tu es quand même allé y aller, tu es quand même allé au rendez-vous, et c'est là où je dis qu'il faut quand même avoir, excusez-moi un peu l'expression, mais avoir un peu les coronesses d'y aller, parce que
Moi, aller dans une autre boîte où je comprends pas du tout le secteur, et en plus, je suis en plein processus de recrutement, donc pas aller dans une boîte où je comprends pas du tout le secteur, je comprends pas ce qu'ils font, y aller et se dire, ok, je veux quand même le poste, faut y aller, quoi. J'ai même fait pire que ça. J'ai recommandé une copine pour qu'elle postule à ce poste-là. Donc, une copine à moi a aussi eu un entretien avec cette boîte-là. Et ils m'ont dit après, mais soit c'était stratégique de ta part de dire comme ça, elle va venir et puis elle va parler de toi. Alors que non, pour moi, je pensais que cette personne-là avait toutes les compétences pour arriver dans cette boîte-là. Et je me suis dit, bah, vas-y, postule, tu peux y aller et autres. Donc, il y avait aussi même le côté où j'ai proposé une pote pour le poste. Ah oui, à ce moment-là, oui. Mais voilà, c'est pour ça que je dis une question de rencontre, question de moment. Ça aurait pu ne pas marcher et finalement, ça l'a fait. Donc, Oui, et puis le fit aurait pu ne pas fonctionner. C'est ça. Voilà, donc, c'est vachement intéressant et ça m'amène à ton expérience plus actuelle pour qu'on avance un peu dans le temps. C'est que, comme on disait, tu as eu pas mal d'expérience. Puis quand tu t'es présenté, tu t'es présenté. Alors, je vais mettre de côté très, très momentanément ton poste de directrice chez Estime Numérique, mais tu t'es présenté comme indépendante sur l'organisation d'événements B2B notamment. C'est une organisation en freelance. Qu'est-ce qui t'a amené c'est une question que j'aime bien poser sur des profils comme le tien où on passe de statut salarial, alors toujours en mettant de côté un peu ton activité de directrice, mais à indépendante. Qu'est-ce qui t'a amené toi à prendre cette décision de dire ok, bon, bah, le salariat c'est peut-être plus pour moi, je sais pas, tu vas me dire t'as raison, je vais me lancer en tant que freelance, en tant qu'indépendant, et ce qui pour moi est sous la coupe de créer ma boîte. Encore une fois, une question de rencontre, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est quelqu'un qui m'a proposé d'être freelance. En fait, mon ancien directeur, quand j'étais chez Innov et que j'étais chargée des relations publiques au sein de l'école, mon directeur Arnaud Berthier, qui était quelqu'un en or, qui est pour moi une rencontre professionnelle que j'aimerais que tout le monde ait dans sa vie, parce que c'est vraiment pour moi un ange gardien, avait quitté l'école, et moi aussi, et toute l'équipe en fait a quitté cette école-là au moment où il est parti, parce que c'était quelqu'un vraiment de génial, et quand tu as un manager est vraiment génialissime, ça peut être risqué pour l'entreprise, donc tout le monde est parti. Et il m'a rappelé dans sa nouvelle école en me disant, bah voilà, j'aimerais que tu fasses à peu près la même chose pour ma nouvelle école. Par contre, je peux pas te proposer de rejoindre la structure en salariat, mais j'aimerais que tu bosses avec nous sur des missions particulières, il faudrait que tu sois en freelance. Et donc voilà comment je me suis lancée en freelance, alors que 3 mois avant, on me proposait de rejoindre une structure en associé, etc. Et j'avais dit non, l'indépendant, c'est pas pour moi. Ok. Voilà. Et est-ce que tu arrives à expliquer justement, c'est très intéressant parce que je vais reprendre tes mots, 3 mois avant tu dis non, c'est ça. 3 mois après tu dis oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La rencontre, l'opportunité, et parce que c'était cette personne-là en fait, parce que c'était Arnaud qui me proposait et qui voulait vraiment bosser avec moi, et je voulais absolument bosser avec lui, et l'émission qu'il me proposait était vraiment géniale, et il m'a laissé carte blanche en me disant voilà, j'aimerais que tu fasses, j'ai 3 gros projets pour toi, ta carte blanche pour faire ce que tu veux et me proposer ce que tu veux, et voilà. Et par contre, la seule condition, c'est d'être en freelance. Et pour moi, je pensais que j'allais créer ma boîte juste pour lui, juste pour ça, et finalement d'autres missions s'en est suivies, ou quand d'autres ont su que j'étais en indépendant ou indépendante, m'ont dit bah tiens, il y a une autre opportunité là, etc. quoi. Donc ça s'est un peu fait naturellement. Et ce qui est d'ailleurs ce qui est une très belle histoire, moi je trouve. C'est une très belle histoire. Et ce qui parce que pour être très franc, et je te l'ai dit juste avant le podcast, du coup j'ai cherché quelques informations sur cette activité, et je n'ai, à part potentiellement un nom que j'ai trouvé sur ton LinkedIn que tu m'as dit qui n'existait vraiment pas tout à fait, j'ai rien trouvé. Non. Et c'est bien une grande première. Et là, en parlant un peu avant, tu me disais, c'est une activité qui n'a ni site internet, ni pratiquement non, et en fait, les gens t'appellent. C'est voilà. ça. Donc, par réseautage. C'est assez hallucinant. C'est ça. C'est que par réseautage, par opportunité, moi, je peux pas t'expliquer, mais non, il n'y a pas de nom, j'ai pas fait d'identité graphique, j'ai pas de site internet, tout passe par LinkedIn ou même le réseau, en fait, et la recommandation. Ce qui
ce qui est déjà bien, on pourrait en discuter, mais ce qui est assez extraordinaire, assez exceptionnel, moi je trouve. Donc, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis à un moment donné, c'est posé la question au tout début de dire bon, je vais faire mon site internet, mais je vais passer plus de temps à le faire et je le mettrai jamais à jour. Donc autant essayer de mettre à jour plutôt ma page LinkedIn, essayer de faire des posts réguliers sur ce que je fais. Et encore j'ai ça fait 1 an que je poste quasiment pas parce que j'ai pas le temps. Mais voilà, j'ai pas de site. Ce qui est ta réflexion de site internet plutôt LinkedIn est vachement intéressante parce que aujourd'hui, je veux dire dans les 1-2 ans, depuis 1-2 ans, on voit beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, de gens qui vont préférer les plateformes de réseaux sociaux. Mais il y a 5 ans, c'était quand même assez osé, parce que LinkedIn n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Non. Ça commençait, je ne vais pas le dire, mais aussi développé, aussi business, j'ai envie de dire, à parler de son activité. Donc c'est un peu précurseur. Oui, ou finalement je suis peut-être toujours un peu à côté de la plaque, on va dire, parce que là aujourd'hui tout le monde utilise à fond LinkedIn et moi j'utilise de moins en moins. L'année dernière par exemple j'ai coupé tous mes réseaux sociaux, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, le seul qui me reste c'est LinkedIn parce que c'est mon outil de travail, mais les autres, au moment où tout le monde utilise à fond les réseaux sociaux, moi j'ai tout enlevé. Et là LinkedIn je devrais l'utiliser beaucoup plus régulièrement et autres, et en fait je fais peut-être un post tous les 6 mois, donc voilà, peut-être à côté de la plaque en fait. Ou pas, ou en avance. En avance. C'est quelque chose qu'on saura. Il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire. Mais... En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, j'en ai pas le besoin. J'ai beaucoup de travail, donc je fais en fait plutôt que de dire ce que j'ai fait. Et donc et à l'époque, c'était pareil. J'avais assez de missions, j'avais beaucoup de travail aussi, il y avait beaucoup de choses à faire, donc j'avais pas le temps en fait de faire un site, etc. Donc j'essayais de poster quand je pouvais sur les réseaux sociaux et finalement. Par les expériences passées, j'avais aussi eu une certaine notoriété ou un réseau, et donc j'avais facilement des réactions, des interactions. Et puis étant en fait beaucoup sur le terrain, parce que c'est ça aussi, mon expérience est marquée par cette action et le terrain, finalement tu fais beaucoup de rencontres et de relations comme ça. Quoi. Ce qui est très... moi, ce que je trouve qui est un peu le cœur du business souvent, c'est d'aller sur le terrain et en fait, ce que j'appelle moi serrer des mains, quoi. C'est ça. C'est des rencontres, serrer des mains, savoir parler aux gens, et ça permet d'apporter quelque chose de juste dingue. Moi, alors pour revenir un peu sur mon expérience, la boîte que j'ai créée, on l'a développée comme ça. Parce on avait une boîte de production audiovisuelle. Alors nous, on avait un site, on avait des réseaux sociaux, mais en fait, les 95% du business qu'on avait était du réseau, des gens qu'on rencontrait, et c'est vrai que ça se fait comme ça, et justement parce qu'on a cette chance aussi nous on avait cette chance aussi d'aller sur le terrain, voilà. Quand on fait filmer, on filme, on sort, on a des caméras, machin, donc voilà, mais je suis tout à fait en accord, et c'est vrai que c'est un gros vecteur de business, quoi. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'ai une forte appétence pour le bénévolat et l'activité associative. Et donc, depuis peut-être 2011, je ne peux pas ne pas avoir d'activité associative. Donc, à côté, j'ai aussi beaucoup d'engagement associatif. Et ce qui fait aussi que tu étends ton réseau, que tu développes plein d'autres choses, que tu peux aussi t'éclater sur des missions ou tester des missions que tu n'as jamais testées par l'activité associative. Voilà, donc j'ai plusieurs activités, dont le salariat, le freelance et le bénévolat. Tu dois avoir une vie bien remplie. Je ne dors pas beaucoup. Parce que pour déjà avoir 2 activités, et on va en parler en plus, parce que ce n'est pas 2 petites activités en plus du bénévolat, effectivement. Mais justement, ça m'amène à ton autre poste, qui est plus salariat, on va dire, mais qui est d'être directrice de Estime Numérique. On va peut-être commencer par le début. Avant que tu nous dises comment tu es arrivé chez Estime Numérique, qu'est-ce que c'est Estime Numérique ? Tu nous l'as défini un peu, mais si on peut y revenir, parce que c'est quand même, moi je trouve une belle association et avec une belle mission. Donc qu'est-ce que c'est ? Estime Numérique, donc, c'est une association qui a été fondée en 2017 par Cécile Martin,
qui est aujourd'hui directrice générale d'Abaca, et qui l'association a pour but d'augmenter la représentation des femmes dans le numérique. Donc ça passe par l'attractivité de la filière, mais aussi par la sécurisation des parcours, puisque on manque de femmes dans le numérique, donc il en faut plus, mais on a aussi une vraie déperdition et énormément de femmes qui quittent le numérique à moins de 35 ans. Donc on a vraiment ces deux enjeux-là. C'est de renforcer l'attractivité de la filière, et maintenir les femmes en poste dans le numérique. Ok. Pourquoi il y a une déperdition à 35 ans Sexisme ordinaire, frein dans la carrière professionnelle, tout ce que l'on voit au quotidien, épuisement, isolement, etc. Donc les femmes ont tendance à quitter le numérique, et puis aussi un secteur qui est majoritairement masculin. Donc forcément, au bout d'un moment, les femmes quittent la filière. Ok, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que sur la partie... il faut plus de femmes. Moi, je connais le secteur digital, on va dire, depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Alors, je pourrais parler du secteur vidéo, qui est aussi ultra masculin, et auquel il faudrait aussi une sensibilité féminine, ou une approche féminine plutôt. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de travailler pendant longtemps sur ma précédente expérience, avec une collaboratrice qui était chef de projet, tout comme moi. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'on a deux approches différentes, et que en fait, on se complétait. Que elle avait... Alors, je ne sais pas si c'est le masculin-féminin, mais je l'interprète un peu comme ça, c'est qu'elle avait une certaine sensibilité sur certains points, que moi, ça me passait au-dessus, et moi, j'avais une sensibilité sur d'autres choses qu'elle lui passait au-dessus. Et en fait, on se complétait vachement bien. Et ça fait... J'ai jamais aussi bien bossé d'ailleurs avec elle que... alors je pense à une autre collaboratrice, mais c'est plus dans le domaine juridique. C'était top, quoi. Les études là le prouvent qu'aujourd'hui on est à plus 20% de productivité et de performance dans les entreprises qui sont mixtes par rapport à des équipes non mixtes. Donc il y a un vrai gain économique pour les entreprises, mais au-delà de ça, à l'ère de l'intelligence artificielle ou autre, on a besoin de mixité, on a besoin de diversité dans les équipes. Et aujourd'hui, même quand on parle de numérique, on dit les chiffres que l'on donne, c'est généralement 30% de femmes dans le numérique. Finalement, quand on creuse, elles sont encore majoritaires dans les fonctions support, l'administration, RH. Et nous, ce que l'on veut, c'est vraiment d'amener plus de femmes dans les fonctions techniques, donc dans l'infrastructure, dans le développement, dans la cybersécurité, etc. Donc c'est vraiment l'intérêt pour nous, c'est d'être sur cette question d'attractivité des métiers et des fonctions techniques du numérique, mais aussi de les maintenir en poste. Ça ne sert à rien de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans le numérique si au bout de 8 ans, elles quittent le numérique. Oui. Et également, je rajouterais plus de femmes dans les fonctions directionnelles. Oui. Parce que c'est là encore, alors j'ai un peu moins expérimenté parce que malheureusement on n'était pas là, mais pareil, je reviens sur, moi j'ai beaucoup analysé ça, alors c'est mon ressenti, sur les sensibilités où en fait on n'a pas les mêmes sensibilités, et ça a les mêmes approches, les mêmes manières de faire, et c'est vachement riche d'avoir cet aspect. Et ça m'étonne pas en fait, le chiffre de productivité que tu m'as donné de 30%, c'est ça, 20%. 20% de productivité qui augmente quand c'est des équipes mixtes, parce que je me dis, ça peut être, d'avoir deux approches de sensibilité, ça peut être qu'un plus en fait. Oui, puis ça joue aussi sur le moral des équipes. Généralement, on se sent mieux, on se sent plus épanoui dans une équipe mixte qu'une équipe non mixte. Il y a des effets psychologiques aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment l'objectif des styles numériques, c'est de féminiser la tech, de l'attractivité à la sécurisation des parcours. Ok. Et vous faites ça à travers un certain nombre d'actions, notamment d'événements. C'est ça. De plus en plus, on fait beaucoup d'événements. Pour nous, c'est un moyen. Alors, le lien aussi avec mon activité freelance, c'est quand même aussi en utilisant cette expérience-là que je peux faire des événements. Mais en fait, c'est aussi parce que on essaie de combler des trous dans la raquette. On essaie de pas faire ce qui existe déjà. On a une feuille de route qui change quasiment tout le temps parce qu'on essaie vraiment d'aller là où on a besoin de nous. Et on voit que par l'événementiel, ça permet de créer des interactions, allumer une mèche, etc. Et puis finalement, voilà, l'événement allume la mèche. Donc c'est comme ça que ça passe. Et ça permet d'être moins engageant pour tout le monde et vraiment de créer des expériences. Donc l'événementiel, finalement, se développe de plus en plus chez Esteem Numérique. Ok. Et c'est justement, quand on échangeait un peu avant par téléphone, tu me disais que justement cette feuille de route est vachement changeante.
que vous l'aviez revu encore très récemment parce que vous aviez... Alors, il y a eu toute la période Covid qui a eu un gros impact. Alors, je ne vais pas dire que je connais très bien le monde des associations parce que ça serait mentir, mais c'est quand même quelque chose d'assez original dans le monde des associations parce que souvent, une association a un but, comme vous, mais a une feuille de route assez établie et une certaine manière de faire. Comment vous avez eu cette approche, en fait? Il y a eu forcément le Covid. De deux, les partenaires qui nous suivent aussi, ils nous font totalement confiance parce que sans partenaire ou sans soutien financier, t'avances pas en fait, surtout dans une association. Un bureau qui est réduit à 3 personnes. Avant, on avait un conseil d'administration d'une dizaine de personnes. Maintenant, on n'est que 3. Donc, on a supprimé le conseil d'administration. On n'a qu'un bureau. Pour vraiment la partie décisionnelle, qui nous fait aussi entièrement confiance. Donc, qui nous laisse quand même carte blanche pour prendre des décisions pour le bien de l'association. Et puis, en fait, ce qui nous dicte, c'est la mission. La mission, pour nous, c'est de féminiser la tech, c'est d'allumer la mèche. Donc, finalement, à partir de là, après la feuille de route, c'est pour nous un détail. On a tendance à essayer d'expérimenter de nouvelles idées, essayer de voir si ça marche. Et puis, encore une fois, cette question de l'échec. On teste, ça marche, tant mieux, on continue. Ça marche pas, on arrête et puis on fait autre chose. Mais en tout cas, on peut pas nous reprocher de ne pas faire. On est vraiment une association qui est sur le terrain et qui fait, et qui expérimente, qui teste, qui essaie de changer les choses, quoi. Donc, on a cette agilité-là par le fait qu'il y a un certain nombre de critères ou de partenaires entre les partenaires qui nous suivent, un bureau réduit de 3 personnes, plus la capacité à faire, fait qu'à un moment donné, on arrive à avoir cette agilité et cette feuille de route changeante. Et puis vous vous adaptez vachement aux événements aussi. C'est ça. Ce que j'ai compris. Au contexte économique, aux nouveaux acteurs qui arrivent, aux besoins, aux événements. On en avait parlé au téléphone, mais par exemple, l'association s'est créée en 2017. À la base, elle a été créée à la suite d'un événement qui était finalement l'événement phare de l'association qui s'appelait l'Event. Avant, c'était Numérifemme. On l'a supprimé parce qu'il a été créé avant en 2016. L'association a été créée à la suite en 2017. Et finalement, entre 2016 et aujourd'hui, les événements dans le numérique ou les événements en lien avec l'attractivité de la filière se sont développés. Donc, quand on s'est dit cette année, est-ce qu'on refait l'event, on n'a pas vu l'intérêt parce qu'il y avait déjà plein d'événements. On le fait quand ? Avec qui, pourquoi? Et donc, on a décidé de le supprimer, de trouver d'autres événements là où il y avait peut-être plus besoin de le développer. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas peur de supprimer des actions, d'en enlever, d'en rajouter et de tester de nouvelles choses, quoi. Ce qui m'amène un peu justement au cœur de ce podcast qui est, tu vois, là, on parle de prise de décision, c'est-à-dire que tu m'as dit, cet événement, on l'annule. Un événement phare. C'est une décision juste énorme parce que souvent, en plus, ces associations, on les attend sur des événements. On aime bien cette régularité. On se dit, tiens, ok, il y a ces événements chaque année, tout le X nombre de fois par année. C'est vachement... souvent, les associations vivent sur ça. Là, prendre la décision de on ne voit plus l'intérêt, on l'annule, ou du moins on le conduira pas, c'est vachement fort. C'est une décision forte. Comment vous approchez un peu ce genre de décision, justement? On sait l'expliquer. Justement, comme je te l'ai expliqué, on sait expliquer pourquoi on arrête. En disant, voilà, c'est pas parce que faute de moyens ou autre, c'est juste que la page se tourne. C'est qu'on a écrit une histoire pendant quelques années. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu une pause, et puis le paysage numérique a évolué aussi entre 2016 et aujourd'hui. On sait que le numérique, ça va très vite, donc ça évolue tout le temps. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? C'est vraiment cette question de... On veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui impacte, quelque chose qui est utile. Donc, voilà, c'est la prise de décision. En fait, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est que pour nous, on l'explique. On dit, voilà, l'event, c'était génial pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il a fait son temps. Il y a d'autres événements. On laisse les autres événements évoluer et s'inscrire dans l'écosystème. Et nous, on a de toute façon d'autres cordes à notre arc et on sait faire autre chose et on peut faire autre chose. Ok. Voilà. C'est intéressant en fait, cette analyse d'écosystème et d'environnement qui vous amène à prendre la décision, à vous dire, et de situation aussi, cette capacité d'analyse
des faits environnants est assez intéressant, parce que effectivement, quand on parle de prise de décision, souvent on analyse un peu tout ce qui est autour de nous pour prendre une décision et se dire ok. Et souvent c'est ce processus, enfin cette analyse de fait qui est compliquée. Donc que tu puisses, et tu vois, quand tu me dis ah bah moi je peux l'expliquer très facilement, voilà, on a fait ça, ça veut dire qu'il y a une clarté dans l'analyse des faits. Alors, juste ou pas juste, hein, moi je suis pas là pour juger, et il n'y a que l'avenir qui peut en dire, donc tu me diras ce que ça a apporté, mais il y a une clarté dans l'analyse des faits qui vous amène à une décision qui vous semble évidente, et qui est assez admirable, moi je trouve, parce que souvent on hésite, on se dit ah oui mais il y a ça, mais bon attends, si on fait ça, bon on va l'annuler, mais... Et en fait, on peut beaucoup hésiter. Alors que là, tu as une clarté assez folle, quoi. En fait, dans la clarté, on a réuni nos partenaires en fin d'année dernière en disant, bah voilà, on vous pose le constat, même pas en début d'année, cette année. On pose le constat. Aujourd'hui, on a le choix entre refaire l'event, mais aujourd'hui, quand on reprend le calendrier, rien qu'en Ille-et-Vilaine, il y a tel événement, donc on le fait quand ? Et est-ce qu'il y a un intérêt de le faire pour être juste un événement supplémentaire sur l'attractivité de la filière ? Et puis l'autre question, c'était comment on fait pour allumer la mèche ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui n'est pas encore aujourd'hui développée et que l'on pourrait développer ? Donc voilà, on a aussi été transparent avec nos partenaires en disant on vous expose le cas. Et finalement, si on nous avait dit il faut absolument faire l'event parce que on l'aurait fait. Mais voilà, on a exposé clairement les choses en donnant aussi, nous, notre analyse du marché et de ce qui se faisait et autres. Et c'est par cette rencontre-là, par ces échanges-là, où on a créé un nouvel événement. Et je pense que le nouvel événement qu'on crée, aujourd'hui, quand on voit les retours que l'on a, ben, on ne s'est peut-être pas trompé. Ce qui est positif, ce qui est super. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est question d'authenticité, encore de transparence, c'est les mots qui reviennent. Mais pour nous, c'était important de se poser, de dire, bon, bah voilà, on peut le tuer, l'événement, c'est pas grave, on fera un autre. Bah, c'est vachement intéressant parce que en plus tu l'as abordé un peu sur les comment vous prenez une décision, enfin qui vous prenez une décision. Là tu m'as dit que vous preniez des décisions, vous avez réuni les partenaires, donc c'est pour ce que j'appelle moi, les décisions un peu stratégiques. Vous réunissez apparemment, enfin tu vas me dire si c'est le cas. Et après j'aurais une autre question un peu sur ton activité d'indépendante, mais comment il y a plusieurs types de décisions sur une activité soit associative, soit d'entreprise. Enfin, il y a des décisions très stratégiques, donc à long terme, avec des forts impacts, et des décisions plus opérationnelles. Comment aujourd'hui, toi, en tant que directrice, tu mets en place, tu prends des décisions un peu sur ces deux types. Stratégique, tu nous as un peu parlé, mais même opérationnel. Comment tu fais un peu la différence ? Je pense que le plus gros défaut que j'ai, c'est que je n'ai pas de stratégie à long terme. Okay. Je fonctionne beaucoup sur le court terme et beaucoup sur le maintenant, ou en tout cas à horizon 1 an et demi. Et justement, des fois, ça peut me desservir de ne pas avoir cette stratégie long terme. Mais j'y arrive pas parce que dans le numérique, ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui changent tout le temps. Et puis, mais moi, je n'ai pas la capacité de tout savoir, de tout saisir. Donc, généralement, je n'arrive pas à être sur du long terme. Le seul long terme que j'ai, c'est cette volonté de bien faire, ou en tout cas d'avoir un impact positif. Un peu, c'est ce qui me dicte au quotidien, aussi bien pour rester numérique que pour mon activité freelance, c'est de bien faire et de faire en sorte qu'on vive des bonnes expériences et que ce que l'on fait fonctionne. Mais les prises de décision, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le court terme ou le moyen terme. Ok. Après, c'est aussi de voir ce qu'est le long terme, parce que c'est vrai que, pour moi, je rejoins ta position sur le dire que le numérique, voir quelque chose sur le numérique à plus d'un an, 1 an et demi, faut être sacrément visionnaire parce que ça change tellement vite. Certes, et pourtant, dans une association, on te demande quand même d'avoir un projet à 3 ans, on te demande quand même d'avoir cette vision long terme. Et pour moi, c'est l'exercice le plus difficile, c'est ça. C'est d'essayer d'avoir un projet associatif sur 3 ans, se dire, dans 3 ans, je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être que tout ce que l'on a décidé aujourd'hui, ça n'existera plus. Peut-être qu'on fera autre chose parce que les métiers changent tout le temps, les opportunités aussi, les lois aussi. Plein de choses qui changent. La pandémie, personne ne l'a vu arriver. Donc voilà, pour nous, il y a tellement de sujets... Puis je vais même prendre un sujet qui est un tout petit peu moins en vogue en ce moment, mais qui était très en vogue sur la dernière année, l'apparition de l'IA, qui va avoir un impact. Je pense que l'impact n'est même pas encore arrivé.
On a vu le bon avec ChatGPT, par exemple. Au départ, l'IA, oui, il y avait des essais, et puis dès que ChatGPT est arrivé, on s'est dit, OK, là, on voit ce que ça fait. Donc, et personne ne l'avait vu venir, forcément. Alors, sauf peut-être les spécialistes de chez spécialistes, mais nous qui sommes pas des spécialistes du sujet, on ne voit pas arriver. C'est là où je te rejoins sur la partie avoir une vision. Et c'est pour ça que quand je dis long terme, c'est peut-être en fait à se dire le long terme en fait est bien 1 an dans le digital. Mais ça, bon. C'est ça. Pour nous, voilà, c'est chez Estime Numérique, en tout cas, c'est ça. On sait où on veut aller. C'est d'amener plus de femmes dans le numérique. Et de faire qu'elles restent en poste. Et après, ça passe par une multitude d'actions entre les événements, entre la sensibilisation du grand public, entre l'accompagnement des entreprises. Donc après, voilà, on décline en tout cas notre mission sur différentes actions. Mais peut-être qu'au demain, on fera encore un nouvel événement, on fera autre chose. En tout cas, on est toujours dans l'expérimentation et la recherche d'impact, quoi. Je vais en venir plus à toi et à ta méthodologie. Si on a une, hein, et je m'explique. Tu es aujourd'hui donc un freelance avec dans un métier où il faut quand même l'organisation d'événements, où il faut quand même prendre beaucoup de décisions, souvent assez rapides. Tu es directrice de Estime Numérique qui fait plein d'actions. Tu dois gérer les gens. Est-ce que toi personnellement, tu as une méthode de réflexion, de décision, de dire, ok, je dois prendre une décision. Je fais comme ça, ou je fais à l'instinct, ou tu as une autre manière? Beaucoup à l'instinct. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est beaucoup à l'instinct, en fait. Je prends des décisions sur ce qui me semble être la meilleure. Après, je ne suis pas infaillible non plus, donc des fois, je peux me tromper. Mais je passe beaucoup de temps à analyser, à rechercher, à me documenter avant de prendre une décision. Et puis après, j'essaie aussi d'avoir l'aval de mon entourage. En tout cas, entourage professionnel, hein, j'entends, mais quand j'ai une idée en tête, j'essaie de la soumettre, de dire est-ce que tu en penses quoi, est-ce que vous en pensez quoi, est-ce que ça vous paraît cohérent. Mais en fait, je puise dans ce que je vis au quotidien, de ce que je vois sur le terrain, pour essayer de prendre les décisions les plus justes possibles. C'est tout. Ça passe par l'instinct et puis je pense aussi par l'expérience, quoi. Mais ce qui est très courant et même... j'échangeais, je le dis régulièrement sur ce podcast pour aussi un peu pas désinhiber, mais décomplexer un peu cette partie-là, parce que autant il y a des gens qui vont être très processuels sur la prise de décision, qui vont se dire ok, je dois prendre une décision, je fais mon tableau, j'utilise un outil de décision, la matrice d'Eisenhower, la ligne Pareto, enfin tu vois, ils vont vraiment utiliser des trucs très établis. Même j'ai fait un podcast avec mon frère qui lui prend un fichier Excel, note les éléments, alors sur certains types de décisions bien sûr, hein, par exemple l'implémentation d'un nouveau logiciel, il va calculer les coûts et tout ça pour voir si c'est vraiment pertinent, aussi bien d'un point de vue financier, humain, et voir si c'est une bonne décision. Donc ça, c'est toute une partie. Mais il y a également beaucoup de personnes, un peu comme toi, et encore, je vais nuancer, de toi, qui prennent, je vais dire, à l'instinct. Donc c'est-à-dire, ils présentent une situation, et en fait, ils se basent sur leur expérience passée pour se dire, ok, je prends cette décision. Et encore, je vais nuancer, parce que toi, tu vois, tout de suite, tu m'as dit à l'instinct, ce qui est vachement intéressant, sauf que tout de suite après, tu m'as dit, mais je me base aussi parce que je vais faire des recherches en amont, puis je vais aller consulter un cercle professionnel autour, donc tu vas prendre un avis avant de prendre une décision. Donc il y a quand même, c'est là où moi je parle de méthodologie. Je sais que c'est un mot un peu pas exagéré, mais un peu fort sur la prise de décision, qui est très souvent on dit tout de suite à l'instinct, mais en fait tu as quand même une certaine approche de te dire, et j'essaie de comprendre comment tu fais, tu me corriges bien sûr si je dis des bêtises, mais tu te dis, ok, je dois prendre une décision, je me renseigne sur le sujet, je commence à me faire une première idée. Après, je consulte autour de moi, et puis après, je prends une décision. Alors, bien sûr, je suppose que tu ne fais pas ça sur toutes les décisions, mais c'est les décisions les plus, on va dire, importantes, plus impactantes. Si je traduis un peu ce que tu m'as dit, c'est un peu ça. C'est ça. Et puis après, il y a aussi, il ne faut pas oublier que j'ai plusieurs activités, donc ça joue aussi des vases communicants. Je puise des idées qui ont bien fonctionné dans une expérience pour la proposer dans une autre. Donc il y a vraiment toujours tout ce que je fais
est liée. Donc des fois, je peux gagner du temps aussi sur certains points en disant ok, ça j'ai déjà testé là, je vois que ça a bien pris, donc je peux le reproduire ou le dupliquer sur une autre action ou sur un autre événement. Donc, l'expérience c'est une mine d'or, même si il faut. J'aime bien avoir ce petit bémol de dire il faut parfois s'en méfier parce que des fois les contextes sont pas les mêmes, mais effectivement l'expérience est une mine d'or pour accélérer un peu cette prise de décision. C'est ça. Donc c'est très important. Et puis essayer de pas trop se poser de questions, parce qu'en fait généralement quand on se pose trop de questions, au bout d'un moment on fait rien. Donc d'essayer d'aller vite dans la prise de décision aussi. Des fois un événement il peut se monter en une journée, hein. Entre le moment où l'événement a été monté et puis validé, il se passe une journée, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut aller vite. Enfin, les précisions peuvent aller très vite. Ouais. C'est très. Moi, tu peux pas me laisser 6 mois à patienter pour monter un événement ou monter quelque chose, quoi. Je m'ennuie en fait. C'est trop long. Donc. Ouais, il y a un besoin aussi. Hein. Alors, autant je comprends certaines prises de décision qui nécessitent du temps, autant certaines. Bon. Pour nous, en tout cas, on n'a pas besoin de 6 mois. Pour aussi bien pour les 2 activités principales que j'ai, il n'y a pas besoin de 6 mois pour décider. Donc, Ok. Je vais avoir une dernière question. J'essaye, alors je ne le fais pas assez régulièrement sur mon podcast, mais si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, et le but du podcast c'est vraiment de comprendre comment les gens prennent une décision et de s'inspirer pour demain prendre des meilleures décisions. Toi, de ton expérience, des échanges un peu qu'on a eus, si tu devais donner un conseil sur la prise de décision, et que tu as peut-être déjà donné, mais sur qu'est-ce qui, toi, te paraît important sur la prise de décision, un conseil, qu'est-ce qui serait ? De parfois se faire confiance. Généralement, il y a l'instinct en fait, de dire « Ah, je sens un truc là. » Et on a tendance à taire en fait en disant non, c'est rien. Et je pense que c'est une phrase que je dis souvent, mais un doute, pas de doute. Donc bon, voilà. À un moment donné, s'il y a un doute, on n'y va pas. Et si on sent que tout est ouvert, on peut y aller, on peut tester. Il y a ça, il y a se faire confiance, et il y a aussi s'entourer. Parce que moi, c'est ce que je vois quand parfois être seul dans la prise de décision, parfois être seul dans l'organisation d'événements, ça fait beaucoup à gérer, et c'est bien aussi d'être d'accord, mais de ne pas être d'accord aussi avec d'autres, parce que c'est ce qui fait avancer en fait. Et généralement, quand on a une idée ou autre, mais même sur des entrepreneurs, on a tendance à garder quelque temps. Non, je te dirai mon idée une fois qu'elle sera bien développée. Non, il faut essayer d'en parler le plus rapidement possible, parce que le regard extérieur peut aider à anticiper, à gagner du temps. Donc pour moi, c'est ces deux conseils que je donnerais. Un, c'est faire confiance, parce que généralement, le meilleur garde-fou, c'est nous. Et quand on sent quelque chose, il ne faut pas hésiter à essayer de tirer le fil et y aller, et de s'entourer. Super. Même tu m'as donné 2 très beaux conseils, donc, que je rejoins complètement. Donc je suis tout à fait en accord avec ça. Donc merci. Merci à toi. Merci pour ces conseils, merci pour ce temps, merci pour ton ouverture aussi, parce que je sais que c'est pas toujours facile, le podcast, de s'ouvrir un peu comme ça, donc merci beaucoup. Et puis dernière question, c'est la plus facile, je pense. Si on veut te contacter, alors que ce soit pour ton activité de freelance, d'organisation d'événements B2B ou pour Essai Numérique, comment on fait, où est-ce qu'on peut te joindre le plus facilement ? Sur LinkedIn, je reste quand même assez... même si je poste pas souvent, je reste quand même présente, donc sur LinkedIn. Mélissa Cotin, il y a un petit soleil à côté de mon titre de poste, mais bon, généralement c'est marqué directrice Essai Numérique, on peut me retrouver dessus. Super. Et merci beaucoup. Merci. Et puis à très vite alors. Merci. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.